Someata Yegma Mejel Metama Lopala Songime Heya me mandutu Meleskime Makome Atae La France-Afrique en folie. La France-Afrique a dit. Macron caricaturé. Le truand crucifié. Alassane Dramane Ouattara tétanisé. Bonsoir à toute l'Afrique. Bonsoir à l'Afrique des résistances. Bonsoir à l'Afrique des libertés. Sur le front de Benoît Biton à Nyambewem. Ah, Seigneur mon Dieu. À Nyambewem. Someata Yegma Mejel Metama Lopala Songime Heya me mandutu. Bonsoir à l'Afrique des libertés. Bonsoir à l'Afrique des résistances. Et Piton Benoît Biton qui chante à Nyambewem. Ah, Seigneur. Someata Yegma Mejel Metama Lopala Songime Heya me mandutu Meleskime Makome. Bonsoir à tous. Atae Bienvenue et merci de partager la présente émission. En ce dimanche 29 novembre 2020, je voudrais en ce début de fin de soirée vous entretenir, chers amis, ici sur Franklin Nyamsi Wa Cameroun Facebook, ici sur Franklin Nyamsi YouTube, et bien de la France-Afrique en folie, de la France-Afrique à nu. Avec Emmanuel Macron, le jeune parrain du système satrapique reptilien, entièrement caricaturé et brocardé. Son ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, alias Jean-Yves Le Truand, crucifié au Parlement français par une question littéralement pulvérisante de la députée Frédérique Dumas, que je salue. Et enfin, nous parlerons du caniche servant de la France-Afrique, le plus zélé de tous aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara, tétanisé et qui a couru dans les bras de ses maîtres à Paris, avant même d'avoir tenté d'organiser la pseudo-investiture de son troisième pseudo-mandat à la tête de la République de Côte d'Ivoire. Il nous faut analyser la trajectoire déclinante de cette bande de mafieux, cette organisation internationale rassemblant l'élite corrompue d'Afrique francophone et l'élite corrompue de France, dans une commune escroquerie et exploitation contre les peuples africains et français. Et voilà pourquoi je vous invite d'ores et déjà à partager cette émission et à bien méditer avec le Dieu de nos ancêtres, avec le Dieu de notre compréhension, à entrer en connexion avec toutes les puissances culturelles de l'Afrique, du monde, de l'univers, créé et incréé, afin de participer en pleine conscience à cette résistance. Partagez cette émission. Je vous relance
Benoît Bitton, le Mbombok, Benoît Bitton qui chante à Nyambewe. Anyambewe, Lutu, Iyemenge, Konunai, Johenai, Jihai Naime, Dila, Mesebewe, Uhel Babele, Ubengame, Ata, Meye Soso, Songime. Anyamewe, Noto, Iyemenge, Konunai, Johenai, Jihai Naime, Dila, Mesebewe, Uyel Babele, Ubengame, Ata, Meye Soso, Songime. Anyamewe, Someata, Yegmame Jelmetama, Lopala Songime, Heya Memandutu, Meleskime. Bonsoir à vous tous. Bonsoir à vous tous. Écoutons cette belle prière musicale de Benoît Bitton à Nyambewe. Anyambewe, Mo, Nkonime, Estoma, ni diabète, Isomonolime, oui, tension, Imborime, Liebli Machel, Interime, Ata, Maweli Nangikon, Songime, Partagez cette émission, la mise à jour du déclin de la France-Afrique. Les pains spirituels de la liberté pour les combattants du Caire au Cap, de Mombasa à Dakar, en passant par Douala, Yaoundé, N'Djamena, Brazzaville, Libreville, Niamey, Lomé, Cotonou, Accra, Abidjan, Conakry, Bamako, Nouakchott, dans toute la terre, l'Afrique, Bangui, Khartoum. Oui, de partout dans le triangle natif de l'humanité. L'Afrique en puissance monte. L'Afrique revendique sa liberté. L'Afrique revendique sa dignité. L'Afrique veut redorer son blason d'humanité. Elle qui, pendant 3000 ans, fut le centre de l'humanité mondiale. Africa is back. L'Afrique est de retour dans le concert des grandes nations de ce monde. Mes chers amis, je vous salue. Vous êtes à présent plus de 1000 personnes rassemblées autour de cette conférence. Nous allons la commencer. Nous avons 3 matières à traiter aujourd'hui. La première, c'est Emmanuel Macron, le jeune patron du système mafieux de la France-Afrique, caricaturé. Et nous allons analyser la réaction d'Emmanuel Macron et de tous ceux qui le considèrent comme le garant de la Constitution française de 1958, dès lors qu'il est caricaturé et contesté en terre de France pour avoir pris une décision de plus, une décision de trop, profondément liberticide. Le deuxième sujet de cette soirée d'analyse politique, ce sera la crucifixion en direct du Parlement français de M. Jean-Yves Le Drian, que les Africains appellent affectueusement, entre guillemets, Jean-Yves Le Truand, par la députée Frédérique Dumas, une noble femme de la France que nous saluons. Crucifixion propre dont nous devrons en réalité rejouer la scène afin que tous comprennent
que le peuple français a commencé à se pénétrer de la gravité de ce qui est fait en son nom au-delà de la Méditerranée. Et enfin, cette conférence se conclura sur le cas du satrape tétanisé, le reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des lagunes, Alassane Dramane Ouattara, qui, non content d'avoir tranché plus de 200 têtes en Côte d'Ivoire en moins de 3 mois, eh bien, s'est précipité ici pour sauver la sienne. Les douleurs nodulaires à la base de sa gorge, le stent qu'il porte dans son cœur et sa sciatique s'étant réveillée, traversant la totalité de son corps, de ces douleurs qu'il a infligées aux autres en croyant qu'il n'était pas humain, eh bien, il s'agira de comprendre ce que le satrape reptilien, venu de Sendou pour perturber la tranquillité du peuple ivoirien à Abidjan et partout dans le quadrilatère du pays de Nana Houphouët-Boigny, il faut comprendre ce qu'il est venu faire en France, auprès de ses maîtres, et mesurer la gravité de ce qui va lui arriver, puisqu'il a l'intention de rentrer en Côte d'Ivoire pour faire rage contre le peuple ivoirien. Exactement comme un certain Premier ministre Amadou Gon Coulibaly commis l'erreur de venir chercher la santé en France en se promettant de rentrer pour se défouler contre les Ivoiriens. Alassane Dramane Ouattara vient de faire un voyage décisif pour sa carrière terrestre. Ce voyage vers les médecins, qui est en réalité un voyage sous forme d'avertissement, sera l'objet de notre analyse dans la dernière partie. Si ces matières vous agréent, je vous invite d'ores et déjà donc à apprécier le premier point. Emmanuel Macron pourchassé par les Français et caricaturé par les Africains. Vous le savez, ce week-end n'a pas été facile en France pour Emmanuel Macron. Le président élu en 2017 avec 24% de voix au premier tour de l'élection présidentielle française. Le président a 24%. C'est-à-dire en réalité un individu qui est arrivé par effraction à la tête de la République française à partir d'une représentation de moins d'un quart de l'électorat français. Il est important, quand on parle de Macron, de se souvenir de ce qu'il pèse réellement en France. Au sommet de sa valeur dans l'électorat français, c'est-à-dire au premier tour de l'élection présidentielle française, Emmanuel Macron a obtenu en 2017, il a obtenu 24% des voix, c'est-à-dire moins du quart de l'électorat français. Si vous prenez l'électorat français et vous le divisez en 4 parties, Emmanuel Macron n'a pas été capable d'avoir un quart. Si l'électorat français est représenté comme un gâteau, vous le divisez en 4. Au premier tour de l'élection présidentielle 2017, Emmanuel Macron n'a pas été capable de prendre un quart de cet électorat. Il se retrouve au deuxième tour de l'élection présidentielle de 2017, confronté à une dame qui s'appelle Marine Le Pen et qui est la candidate de l'extrême droite française. Mécaniquement, exactement comme en 2002, Jacques Chirac face au papa de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, Emmanuel Macron va bénéficier d'un report mécanique des voix au nom de ce qu'on appelle l'union sacrée contre l'extrême droite, la protection de la République française contre l'extrême droite. Donc Emmanuel Macron est devenu président de la République française par défaut, parce qu'il n'y avait pas un autre candidat qui soit aussi bien placé que lui pour empêcher Marine Le Pen d'être président de la République. Eh bien, Emmanuel Macron a bénéficié d'un report républicain de l'écrasante majorité des voix qui s'étaient refusées à lui au premier tour. Je vous rappelle au passage que je fais partie des citoyens français qui n'ont voté pour Emmanuel Macron ni au premier tour ni au deuxième. Moi, sachant qu'Emmanuel Macron et Marine Le Pen représentaient la peste et le choléra, ou si vous voulez le sida et le cancer, je suis resté chez moi. Car je savais que ceux qui s'étaient déportés sur Emmanuel Macron, dans l'espoir que celui-ci sauvât la République, cela s'était gravement trompé. Je savais qu'Emmanuel Macron détruirait davantage la République.
et qu'Emmanuel Macron n'avait été promu candidat à la présidentielle française que par une oligarchie financière, une minorité issue de la haute bourgeoisie française, européenne et mondiale qui voulait faire d'Emmanuel Macron son bras armé pour braconner les richesses de la France, braconner à travers les impôts contre les Français, braconner à travers la réduction des libertés fondamentales contre les Français, eh bien, les menues libertés qui nous restaient des luttes révolutionnaires des siècles et décennies précédentes. Je le savais et cela a été confirmé par les faits. Emmanuel Macron s'est avéré un véritable ennemi de la République. Ce monsieur est tellement ennemi de la République que de Charib Dansila, littéralement animé de sa pulsion jupitérienne, puisqu'il se prend pour Jupiter et qu'il a même organisé son inauguration présidentielle sous un cérémoniel de type jupitérien, il a essayé de se fondre dans la personnalité mythologique de Zeus, Zeus Pater, Jupiter en personne. Emmanuel Macron a voulu se donner comme une incarnation de Dieu. Il a voulu revivifier le mythe du roi Soleil. Emmanuel Macron ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Investi, croyait-il, d'une toute-puissance divine, il a décidé de casser les lois et les acquis fondamentaux de la République française. Voilà comment l'un de ses ministres, ministre de l'Intérieur, un certain monsieur Gérard Darmanin, aux prises avec une histoire de mœurs, dans laquelle d'ailleurs il est encore accusé de viol, ce monsieur Darmanin, non content d'avoir des problèmes extrêmement importants avec le respect de la dignité des femmes, ce monsieur Darmanin s'est cru obligé, après avoir été accusé de violer la dignité des femmes, ce monsieur s'est cru obligé de violer la République française. Il a donc décidé de proposer une loi au Parlement français, une loi dans laquelle un certain article 24 prévoit l'interdiction faite aux citoyens français et même aux journalistes de filmer des policiers, de filmer des gendarmes, bref, de filmer des forces de l'ordre lors de leurs opérations publiques. Un véritable article liberticide, car il a pour but de protéger, par la loi de l'omerta, de rendre obscure la barbarie policière, de rendre obscure les violations des droits des citoyens, dont se rendraient coupables, bien sûr, les policiers, les gendarmes et les militaires français, lesquels n'en demandaient pas tant, car lors de la répression du mouvement des Gilets jaunes, Emmanuel Macron est responsable d'avoir fait percer les yeux de 32 Français. Emmanuel Macron a fait éborgner 32 personnes en France. Lors de la répression du mouvement des Gilets jaunes, 32 personnes ont perdu l'usage de leurs yeux sous la répression aveugle ordonnée par Emmanuel Macron et un certain préfet appelé l'Allemand, et dont le nom ne coïncide pas par hasard avec des méthodes que l'on a vu prospérer sous la terreur de l'Allemagne nazie. Emmanuel Macron, à travers son ministre Gérard Darmanin, a donc décidé de braconner sur les terres des libertés conquises autrefois par le peuple révolutionnaire de France. Mais je voudrais vous faire remarquer au passage que de la manière dont tu viens, c'est comme cela que tu t'en vas. Car à certains d'entre vous a peut-être échappé un détail que je vous donne d'ores et déjà et qui est intégré dans le récit que je suis en train de vous faire de la descente aux enfers d'Emmanuel Macron. Macron est venu avec 24% des suffrages et Macron est maintenant vomi et rejeté par l'écrasante majorité des Français à cause de l'article 24 de sa loi, récemment introduite à travers son ministre Darmanin contre les libertés des Français. Je vous fais remarquer qu'il est venu avec 24% et que voilà l'article 24 de sa loi qui est en train de le faire tomber. Tu es venu avec 24, tu vas repartir avec 24. Les anciens bassins du Cameroun appellent cela la loi du boomerang, la loi de l'écho cosmique. C'est-à-dire, rentre comme tu viens, t'aimes Nigné, rentre avec lui comme tu es venu.
Il est venu par 24, le voilà repartant par 24. De ce point de vue, il n'y a point de hasard, sauf pour ceux qui ne voient pas les analogies symboliques, profondes qu'il y a là. Emmanuel Macron est entré à la présidence de la République par effraction, eh bien, il est en train d'en ressortir par effraction. Les manifestations qui ont eu lieu hier dans 70 villes de France, et notamment à Paris, ont rassemblé des Français de toutes les origines, des Français de toutes les classes politiques, des Français de toutes les familles politiques. Autrement dit, en réalité, le mouvement de revendication de la démission d'Emmanuel Macron de la présidence de la République française est relancé. Il est venu par 24, le voilà en train de repartir par 24. Il est à prévoir qu'Emmanuel Macron va reculer. Il va penser éteindre le feu en retirant son article scélérat, l'article 24. Mais en réalité, dès qu'Emmanuel Macron va retirer l'article 24, le peuple français va lui en demander plus. Il lui sera demandé de retirer toutes les autres ignominies qu'il a fait avaler au peuple français avant. Et comme précisément, il refusera de reculer sur les autres ignominies, sa loi sur les retraites, ses avantages aux plus riches, comme il refusera de reculer sur les autres ignominies, il sera demandé, courant 2021 au plus tard, la démission totale et immédiate d'Emmanuel Macron. Et le gros des manifestations à Paris, eh bien, se focalisera. Le gros des manifestations se focalisera sur la direction de l'Élysée. Oui, le peuple français était déjà allé chercher un des ministres de Macron dans son bureau, Benjamin Griveaux. Le peuple français est allé avec un tracteur chercher Benjamin Griveaux, qui n'a dû son salut qu'à la vigueur de ses mollets et de ses jarrets qu'il a utilisés pour s'échapper par la porte arrière. Actuellement, j'espère que vous savez qu'en plein Paris, Emmanuel Macron, qui était allé dans un théâtre, fut pourchassé par le peuple français, toute catégorie sociale, toute couleur confondue. La colère qui monte contre Emmanuel Macron est d'autant plus renforcée que son gouvernement et lui-même ont menti sur la pandémie du Covid. Ils n'ont pas dit la vérité sur l'origine du Covid. Ils n'ont pas dit la vérité. Mais Emmanuel Macron ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Il a appuyé à un autre endroit qui fait mal. Il a appuyé sur une corde qui fait mal, à savoir la corde du mépris des valeurs sacrées des autres. Sous couvert de défendre la liberté d'expression, il a focalisé toute sa méchanceté contre une partie des religions de France. Il s'est explicitement ou implicitement attaqué à la religion musulmane. Emmanuel Macron a revendiqué d'une manière absolument maladroite ce qu'il appelle le droit de caricaturer, comme s'il avait besoin de rappeler à qui que ce soit ce que signifie la liberté d'expression. Nous autres citoyens français savons qu'il n'y a pas de sujet tabou en France. La loi française et la République française reconnaissent à toute personne, à tout citoyen, le droit de s'exprimer sur tous les sujets qu'il veut. S'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ce que dit un citoyen, il lui porte plainte au tribunal et les juges apprécient si ce que la personne a dit est conforme à la loi ou pas. Emmanuel Macron aurait dû s'en tenir à cela. Il aurait dû dire « Je suis président de la République, je suis supposé défendre la Constitution de la République française. En France, on ne blesse pas quelqu'un parce qu'il a dit quelque chose qui ne nous plaît pas. En France, on ne tue pas quelqu'un parce qu'il a dit quelque chose qui ne nous plaît pas. En France, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, quand on estime que ce que quelqu'un a dit nous offense, on lui porte plainte au tribunal et c'est le juge qui détermine si ce que la personne a fait ou dit est contre la loi. En tant que président de la République et garant de la Constitution, Emmanuel Macron aurait dû s'en tenir à cela. Non, il est allé plus loin. Il a dit qu'il revendiquait le droit de caricaturer. Autrement dit, qu'il soutenait tout ce qui caricature, eh bien, les prophètes de toutes les religions et surtout les prophètes des religions des autres. Il a oublié, au passage, que sous le général de Gaulle, qui est pourtant celui qui a instauré la Constitution de 1958, eh bien, des gens qui s'étaient permis de caricaturer le général de Gaulle furent censurés, sanctionnés. Parce que le général de Gaulle, qui avait conduit la libération de la France contre l'occupation nazie, était pratiquement, notamment pour les gaullistes, considéré comme un être sacré. Ce général de Gaulle, que les Africains connaissent comme étant un colon de la pire espèce, celui qui a organisé les pseudo-décolonisations, celui qui a organisé en réalité la capture de l'Afrique par la France-Afrique.
ce général de Gaulle qui est venu chercher des soldats en Afrique pour libérer la France et qui a utilisé la puissance que les soldats africains lui ont redonnée pour resoumettre l'Afrique aux francs CFA, resoumettre l'Afrique aux bases militaires françaises, resoumettre l'Afrique à la France-Afrique et confier l'Afrique littéralement à M. Focard et à la cellule africaine de l'Élysée. Ce général de Gaulle qui est un héros pour la France et un traître pour l'Afrique. Il fut interdit de le caricaturer et des journalistes qui devaient par la suite créer d'ailleurs le journal qui malheureusement a été l'objet d'une agression barbare il y a quelque temps, eh bien, ces journalistes-là furent censurés par le général de Gaulle pour l'avoir caricaturé. Alors, revenons au cas de M. Macron. Macron a prétendu défendre le droit de caricaturer. Il a dit qu'il ne soutenait pas en particulier telle ou telle caricature, mais qu'il défendait le droit de caricaturer. Voici qu'une revue de presse rapide nous a permis de constater qu'en pleine Mauritanie, un caricaturiste mauritanien a donc représenté M. Macron d'une manière qui semble n'avoir pas plu à notre personnage. Macron n'a pas aimé cela. Ce caricaturiste mauritanien qui était en contrat avec une ONG française et qui collaborait étroitement, nous dit-on donc, avec l'ambassade de France en Mauritanie, voici la caricature qu'il a faite de M. Macron. Voici comment il a présenté M. Macron, tête d'homme, corps de serpent. Voici la caricature qu'il a faite de M. Macron. Il l'a présenté avec une tête d'homme et un corps de serpent. Une autre de ces caricatures a consisté à dessiner le journal, à mettre le journal Charlie Hebdo sur du papier toilette à côté d'une chiotte et d'un urinoir. Une autre caricature du même caricaturiste, la voici. Il prend le journal Charlie Hebdo, il en fait du papier toilette et il le met à côté d'une chiotte, il le met à côté d'un urinoir. Bon, savez-vous ce que l'ONG française et l'ambassade de France en Mauritanie, selon les informations à notre disposition, ont fait? Ils ont viré le caricaturiste. Ils ont viré le caricaturiste mauritanien. C'est-à-dire que les caricaturistes en France ont le droit de caricaturer les prophètes des religions des autres, de caricaturer qui ils veulent comme ils veulent. D'ailleurs, les caricaturistes en France ont même le droit de caricaturer Emmanuel Macron lui-même, il n'y a pas de problème. Mais un arabe caricaturiste n'a pas le droit de caricaturer Emmanuel Macron. Je recommence. Parce qu'Emmanuel Macron disait qu'il défend le droit de caricaturer. Donc, il défendait Charlie Hebdo, qui a été l'objet, vous le savez, d'une agression, d'une barbarie inacceptable. Mon propos n'est ni de près ni de loin de nature à valider l'idée d'agresser un être humain et de le tuer parce qu'il a parlé. Non. Mais Emmanuel Macron qui dit qu'il défend la liberté de caricaturer en France, eh bien, on limoge dans une représentation française, une ONG française limoge quelqu'un qui l'a caricaturé et il n'y a pas d'Emmanuel Macron pour défendre le caricaturiste limogé. Donc, il y a un problème. Nous découvrons donc que, pour Emmanuel Macron, à la limite, pour le caricaturer, il faut être un blanc de France. Parce que si vous êtes un arabe d'Afrique, déjà, vous n'avez pas le droit de le caricaturer. Vous n'êtes pas libre de vous exprimer pour caricaturer Macron. Vous perdez votre emploi si vous le caricaturez. Mais il y a mieux. Le même Emmanuel Macron avait, dans son interview à Jeune Afrique, dit que le président Guillaume Kigbafori Soro, président du mouvement Génération et Peuple Solidaire, ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, ancien premier ministre, homme d'État ivoirien, qui séjournait sur le sol français, n'avait pas le droit de critiquer et de vouloir la chute de la dictature d'Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire à partir du sol français. C'est-à-dire que nous avons donc la preuve que Emmanuel Macron est opposé à la liberté d'expression de deux catégories de la population, a priori, les Noirs et les Arabes. Quand un Noir s'oppose à une dictature amie de Macron, Macron oublie qu'il est supposé protéger la liberté d'expression. Macron viole la liberté d'expression de ce Noir. Quand un Arabe
lui aussi caricature Emmanuel Macron. Emmanuel Macron oublie qu'il a dit qu'il était celui qui protège le droit de caricaturer. Il viole les libertés économiques et sociales de cet Arabe. Nous avons donc dans ce fait-là la preuve absolue qu'Emmanuel Macron était un raciste. Et c'était un raciste cohérent. Il réagit comme ça. On fait limoger à distance le caricaturiste mauritanien. De la même façon que Emmanuel Macron, une fois qu'il a choisi quelle dictature ne doit pas être critiquée, estime qu'il peut demander à un homme d'État africain vivant en exil sur le sol français de se taire. Il ne se donne ce genre de liberté, un, qu'envers les Arabes et deux, envers les Noirs. Parce que sur ce sol, il y a des opposants d'autres pays. Il y a les opposants biélorusses. Il y a des opposants turcs. Non, je ne parle même pas des opposants turcs parce qu'ils se comportent pareil avec les opposants turcs. Il y a les opposants russes. Il y a des opposants de tous les autres pays du monde. Emmanuel Macron ne se lève jamais pour interdire aux opposants des pays occidentaux blancs, supposés être blancs, de se taire quand ils sont à partir du sol français. Il n'a jamais fait une telle injonction à un opposant occidental blanc. Emmanuel Macron veille donc à demander que des opposants africains noirs se taisent et il veille à faire fermer la bouche et même vider les poches aux caricaturistes arabes. Donc il y a une cohérence dans sa posture. La liberté d'expression, c'est pour l'aristocrate bourgeois, hautement bourgeois blanc. C'est ça, Macron. La liberté d'expression, eh bien, ce n'est pas une valeur que l'on doit défendre lorsqu'un opposant à une dictature africaine, un opposant noir à une dictature africaine s'exprime. D'ailleurs, je vous fais remarquer qu'un citoyen français blanc peut appeler à la déstabilisation de Ouattara. Emmanuel Macron n'ira jamais le lui interdire. De nombreux citoyens français, en général, et des citoyens français blancs ont appelé à la chute d'Alassane Draman Ouattara. Emmanuel Macron ne les a pas menacés en disant que ce n'est pas possible à partir du sol français. Car les libertés d'expression, la liberté de contestation, la liberté de penser donnent à chacun le droit de vouloir la chute du régime qu'il veut. Si vous n'êtes pas d'accord, selon la loi française, avec ce que je dis, vous me portez plainte, je vais au tribunal. Et si les juges estiment que j'ai tort, ils me condamnent. S'ils estiment que j'ai raison, eh bien, ils me donnent raison et ils vous donnent tort. C'est ce qui est prévu en France. Donc, je vous fais remarquer que des Français blancs appellent à la chute de nombreuses dictatures sur la terre. Macron ne s'aventure jamais à leur demander de se taire. Mais vous voyez l'attitude d'Emmanuel Macron envers un homme d'État ivoirien, noir. Vous voyez l'attitude d'Emmanuel Macron envers un caricaturiste mauritanien, un arabe. Vous avez vu l'attitude. C'est une attitude qui indique qu'Emmanuel Macron est héritier du tronc de pensée du racisme, du colonialisme et du despotisme de ses prédécesseurs à la présidence de la République française et d'une bonne partie de l'élite politique française actuelle. Je voulais donc en réalité commencer par attirer votre attention sur cette contradiction supplémentaire qui frappe désormais un pauvre caricaturiste mauritanien qui a cru en Emmanuel Macron quand Emmanuel Macron a dit qu'il défendait le droit de caricaturer. Le pauvre ne savait pas que son emploi auprès de l'ONG, sa collaboration avec l'ambassade de France en Mauritanie allait être coupée. Il pensait avoir exercé une qualité de la République française, la liberté d'expression sous la forme de la liberté de caricaturer. Erreur. Il n'avait pas compris que pour Emmanuel Macron, eh bien, cette liberté est réservée à des gens comme Macron, c'est-à-dire des suppôts de l'oligarchie qui, aujourd'hui, en réalité, telle une sangsue, pille et suce la France, pille et suce l'Afrique, pille et suce le monde. Quel était le premier sujet de notre soirée? Abordons à présent le second. Je voudrais vous parler d'un personnage non moins hirsute et peu recommandable que son propre patron, Monsieur Jean-Yves Le Drian, alias Jean-Yves Le Truand, qui a encore frappé. Il a frappé, mais cette fois-ci, il a été vertement corrigé. Et je voudrais ici saluer la députée Frédérique Dumas, une brillante citoyenne de France, une brillante citoyenne de l'humanité. La députée Frédérique Dumas a crucifié aux 4 directions de la croix, a crucifié littéralement Jean-Yves Le Drian, alias Jean-Yves Le Truand, à l'Assemblée nationale française. Si vous n'avez pas vu ce morceau d'anthologie,
Eh bien, vous allez le voir maintenant et nous allons analyser point par point comment les clous ont été enfoncés dans le corps de Le Drian. Il a été vraiment, c'est-à-dire que c'est le Barabbas. Il a été proprement crucifié, Le Drian. Et vous allez voir comment, lorsque ces menteurs de la France-Afrique sont confrontés à des gens qui ont des arguments précis, vous allez voir comment ils sont légers. Et vous comprendrez pourquoi Alassane Dramane Ouattara et ses ministres fuient la contradiction comme on peut fuir la peste. Alors, je vais vous montrer d'abord maintenant l'élément dans lequel la députée Frédérique Dumas, à qui j'ai adressé un message de félicitations et que je salue, dont j'ai obtenu d'ailleurs une réponse absolument encourageante, eh bien, je voudrais vous montrer comment la députée Frédérique Dumas a procédé à la crucifixion du truand Le Drian. Alors, je vais mettre notre baffle en position pour que nous puissions profiter de ce moment d'anthologie. Et voilà, nous l'avons. Nous avons tout ça. Hop. Très bien. Madame Dumas. Super. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, Alpha Condé en Guinée, tous deux ont suivi un processus strictement identique, troisième mandat anticonstitutionnel, résultat non crédible, arrestation d'opposants, violence avec mort et blessés. Le président de la République a pourtant félicité Alassane Ouattara pour son élection. Le président réduit, en disant d'ailleurs, réduit ainsi le débat à une histoire de personnes, voire de personnalités. L'une personnalité aurait violé la Constitution, effectivement Alpha Condé, Alassane Ouattara ne l'aurait pas fait de son côté. De votre côté, Monsieur le Ministre, au terme d'un séjour de 24 heures au Niger, vous avez rendu un vibrant hommage au président Issoufou, qui, arrivant en fin de mandat, respecte son engagement de ne pas se représenter pour un troisième mandat. Monsieur le Ministre, vous avez déclaré « Je suis venu pour rencontrer le président Issoufou avant la fin de son mandat ici, puisque nous avons depuis 2012 de nombreux échanges de qualité et je tenais à lui rendre hommage ». Il s'agit donc bien d'un soutien affiché en pleine campagne électorale. Vous avez d'ailleurs déclaré à propos des élections de décembre, elles vont avoir lieu au moment où elles doivent avoir lieu dans le respect de la Constitution. La qualité de l'élection au Niger sera une référence pour toute l'Afrique. Il n'a échappé à personne que vous avez tenu ces propos sur l'exemplarité du résultat de ces élections avant même que ces élections aient eu lieu. Vous avez tenu ces propos, Monsieur le Ministre, alors même que la candidature du principal opposant au président Issoufou venait d'être invalidée par la Cour constitutionnelle sur des bases plus que discutables et alors qu'il terminait une tournée dans tout le pays et remplissait des stades. Alors, Monsieur le Ministre, trouvez-vous normal que le président de la France puisse féliciter un président d'un autre pays pour sa réélection alors que cette dernière s'est faite au mépris de la Constitution? Trouvez-vous normal, Monsieur le Ministre, que le président de la France puisse distribuer des bons points en fonction de son intérêt du moment? Trouvez-vous normal pour votre part, Monsieur le Ministre, de féliciter un président pour l'exemplarité du déroulement des élections alors qu'elles n'ont pas encore eu lieu? Pensez-vous que le seul fait que ces élections aient lieu dans le soi-disant respect de la Constitution suffise à rendre cette élection exemplaire? Ne pensez-vous pas que ces comportements et ces propos risquent d'embraser une partie d'Afrique, notamment le Sahel, que vous serez alors amené à déplorer les conséquences de vos propres actes? Ah, Madame Dumas. Écoutez-le truand. J'ai des désaccords avec vous que je peux identifier. Je n'assimile absolument pas la posture concernant la Côte d'Ivoire avec la posture concernant la Guinée-Conakry. Et il faut être très clair. En Guinée-Conakry, il y a eu une réforme de la Constitution pour permettre au président Alpha Condé de se représenter au-delà des 2 mandats. Nous n'avons pas, et le président, les élections ont eu lieu, il y a eu des complications, il y a des difficultés dans. Je cherche la date des élections, mais je ne trouve pas. Il ne connaît pas, hein. Il y a eu des difficultés à la suite de ces élections. Le référendum qui avait abouti au changement de constitution lui-même avait été marqué par des violences. Et donc, nous considérons que il revient au président Alpha Condé de poser des gestes d'ouverture pour apaiser la tension qui existe toujours en ce moment dans son pays. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le président Ouattara avait annoncé publiquement et très concrètement sa volonté de se retirer
au terme de 2 mandats. Il se trouve que le candidat qui était susceptible d'être candidat pour l'élection, c'est le 17 octobre. Il se trouve que le candidat il ne sait plus les dates. Représenter le parti de M. Ouattara, M. Koulibaly, est décédé. Il était en campagne. Donc on ne peut pas suspecter M. Ouattara d'avoir organisé tout ça pour lui-même. Il était en campagne et ça s'est passé 1 mois avant ou 1 mois et demi avant l'élection. Je suis allé à l'enterrement de M. Koulibaly, qui était Premier ministre. Alors, il se trouve que le président Ouattara s'est représenté devant cette situation particulière. C'est son choix. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, mais c'est pas du tout le même dispositif constitutionnel donc en Guinée-Conakry. C'est la raison pour laquelle le président Macron a félicité M. Ouattara de son élection et n'a pas félicité M. Alpha Condé pour l'instant. Donc, soyons clairs sur ce sujet. Je rajoute que nous souhaitons en Côte d'Ivoire, les actes d'ouverture et de sérénité puissent se faire. Il y a eu des ouvertures qui ont été effectuées à l'égard du président Bédié. Il y a eu des annonces d'ouverture à l'égard de M. Gbagbo. Nous souhaitons que le président Ouattara poursuive dans cette logique-là et j'espère qu'elle pourra aboutir à une situation plus sereine dans ce pays. Mais je différencie bien les deux situations. Quant à l'élection du Niger, parce que vous complétez avec le Niger, Madame Dumas, constatons ensemble que le processus électoral au Niger se déroule pour l'instant dans des conditions reconnues par la communauté internationale, y compris sur les cartes d'électeurs, y compris sur la mise en œuvre des bureaux de vote. Voilà. Donc, et que le président Issoufou a dit, j'ai fait 2 mandats et j'arrête. Pourquoi voulez-vous l'accuser en plus? J'avoue que parfois, des choses que je ne comprends pas. Bon, écoutez, j'espère que vous avez vu ce monument de psychiatrie. Reconstituons le duel. La députée Frédérique Dumas a fait 3 observations. Première observation, à propos de l'attitude de la France au Niger. Sur l'attitude de la France au Niger, la députée Frédérique Dumas demande au ministre Jean-Yves Le Drian, alias Jean-Yves Le Truand, pourquoi la France se permet-elle de féliciter dans un pays qui est dans un processus électoral un camp, alors même que l'opposition est déjà dans la compétition? Est-ce que la France respecte la démocratie nigérienne en venant afficher ouvertement son soutien au président sortant et au parti au pouvoir, alors qu'il s'agit d'une compétition démocratique? Voilà la question qui a été posée. Est-ce que Jean-Yves Le Drian, alias Jean-Ivre, et pour le coup, il mérite la notion d'ivre, parce qu'on se demande s'il n'avait pas trop bu en venant à cette séance parlementaire, est-ce qu'il a répondu à cette question? Est-ce qu'il a expliqué en vertu de quoi la République française peut prendre fait et cause dans un pays qui est supposé être une démocratie, pour le parti au pouvoir, pour le président sortant et le candidat du président sortant, et contre l'opposition? Il ne l'a pas expliqué. Donc, Frédérique Dumas, 1. Jean-Yves Le Drian, 0. Restons sur le Niger, parce que vous allez voir comment il a pris des buts. Madame Dumas a fait observer une deuxième chose à propos du Niger, à savoir que Mahamadou Issoufou, pour baliser le chemin de son candidat Bazoum, ancien responsable des renseignements généraux du Niger et donc agent de la France-Afrique, Mahamadou Issoufou a fait exclure de la candidature l'ancien président de l'Assemblée nationale du Niger, un homme extrêmement populaire au Niger, Hama Amadou. Il l'a fait exclure de la liste des candidats, de telle façon que l'élection nigérienne est une élection sans enjeu, puisque le candidat principal de l'opposition est exclu. Madame la députée Frédérique Dumas demande à M. Le Drian si on peut considérer comme démocratique une élection dont le principal candidat de l'opposition est déjà exclu. J'espère que vous voyez le parallèle avec la situation ivoirienne. Est-ce que Jean-Yves Le Drian, alias Jean-Yves Le Truand,
a daigné répondre à la question de l'exclusion de Haman Amadou? Est-ce qu'il a répondu? Dites-moi là, vous êtes en direct de cette conférence, vous êtes 3500 personnes. Est-ce qu'il a répondu à cette question? Est-ce qu'il a dit en vertu de quoi le principal candidat de l'opposition a été exclu de l'élection? Réponse non. Ça fait donc 2-0. Frédéric Dumas, 2. Jean-Yves Le Truand, 0. On continue. Restons dans le dossier du Niger. Le dossier du Niger. Monsieur Le Drian est allé au Niger dire que les élections qui vont se tenir en fin d'année au Niger seront la référence pour l'Afrique. Et il prétend qu'elles seront la référence pour l'Afrique parce que toute la communauté internationale est d'accord. Madame Frédéric Dumas lui a fait remarquer que les élections n'ayant pas encore eu lieu et les conditions frauduleuses, discriminatoires des élections étant déjà connues, on ne voit pas sur quel fondement la France peut se tenir pour dire que cette élection sera une référence. Est-ce que Jean-Yves Le Drian a pu montrer qu'une élection dont le principal candidat de l'opposition est exclu, une élection qui ne rassemble pas le consensus du peuple nigérien, est-ce que Jean-Yves Le Drian a pu montrer que, en l'absence du consensus du peuple nigérien, en l'absence de la reconnaissance du droit de l'opposition de participer à la compétition politique, eh bien, on peut d'ores et déjà, avant même qu'elle ne soit tenue, appeler cette élection une référence pour l'Afrique? Est-ce qu'il l'a démontré? Non. À aucun moment, il ne fait un argument. Le Drian dit que la communauté internationale trouve cela bon. La question c'est, est-ce la communauté internationale qui doit élire le président de la République du Niger? Ou est-ce le peuple souverain du Niger? Réponse, c'est le peuple souverain du Niger qui doit choisir le président de la République du Niger. Il y a eu 2 présidents précédents qui ont tenté d'escroquer le peuple nigérien et on sait où ils sont. Il y a eu Barem Maïna Sara. Il a été abattu par les forces vives du peuple nigérien sur le tarmac de l'aéroport de Niamey pour avoir voulu usurper le pouvoir d'État. Il y a eu Tandja Mamadou qui a voulu tripatouiller la constitution pour rester éternellement président. Il a été déposé par un coup d'État et il vient de mourir en résidence surveillée. Voici Mahamadou Issoufou qui organise une confiscation supplémentaire du pouvoir d'État. Voici Mahamadou Issoufou qui met en place les conditions d'une nouvelle déflagration au Niger. Et voici Jean-Yves Le Drian qui vient bénir tout ceci. Uniquement pourquoi? Parce que Issoufou et Bazoum vont continuer à brader les matières premières stratégiques du Niger à la puissance française. C'est la seule raison. C'est parce que Issoufou et Bazoum sont des bradeurs des richesses du Niger qu'on leur permet d'organiser une mascarade électorale, d'organiser une pseudo-compétition électorale. On leur permet de tuer la démocratie nigérienne qui commençait à émerger. Donc, sur le premier sujet, à savoir le Niger, on donne 3 buts à la députée Frédéric Dumas et avec votre accord, 0 pointé, 0 but au truand Jean-Yves. Passons au deuxième sujet, sur lequel la députée va enfoncer encore 3 clous dans le corps de Le Drian, accélérant sa crucifixion. Le deuxième sujet, c'est la situation en Guinée-Conakry. Après avoir littéralement étrillé Alpha Condé dans son interview donnée à Jeune Afrique, la diplomatie d'Emmanuel Macron opère un virage négociateur vers Alpha Condé. Je vous fais remarquer que Le Drian dit que le président Macron n'a pas encore adressé ses félicitations à Alpha Condé. Ce qui en diplomatie signifie si Alpha Condé fait des gestes vers la France, il aura les félicitations de Macron. Comme Ouattara. C'est-à-dire, si Alpha Condé brade davantage la Guinée pour les amis d'Emmanuel Macron, s'il garantit davantage de rétrocommission à l'oligarchie financière rassemblée autour de Macron et dont Macron n'est que le servile servant, alors il aura les félicitations de Macron. Attention, Le Drian nous révèle qu'il y a une lucarne qui est ouverte pour féliciter Condé pour les 48 Guinéens qu'il a massacrés, pour la constitution qu'il a tripatouillée et pour la souveraineté démocratique du peuple guinéen qu'il a violée.
Donc, la question qui lui a été posée et qui consistait simplement à reconnaître que eux-mêmes, Macron et consorts, ont déjà dit qu'Alpha Condé était un dictateur, la question qui lui a été posée, c'était en quoi Alpha Condé est-il différent de Ouattara? En quoi Alpha Condé est-il différent de Mahamadou Issoufou qui confisque déjà l'élection présidentielle pour son poulet, Bazoum? En quoi? N'avons-nous pas affaire à trois régimes en réalité dictatoriaux? C'était la question. Le Drian, sur le cas Alpha Condé, reconnaît donc que pour eux, c'est toujours un dictateur et par conséquent, il encaisse un 4e but à 0 de Frédéric Dumas. Il reconnaît qu'ils sont en train de vouloir flatter ce dictateur pour pouvoir faire affaire avec lui. Il encaisse ainsi un 5e but de la députée Frédéric Dumas. Il reconnaît aussi implicitement, en réalité, qu'il ne peut pas démontrer que ce que Alpha Condé fait n'en fait pas de lui un dictateur comme Alassane Dramane Ouattara, comme Mahamadou Issoufou, l'un et l'autre étant en train d'organiser le processus électoral en faveur de leur parti politique et au mépris des règles démocratiques. Ça fait encore 3 buts à 0 sur la question guinéenne. Nous passons au 3e sujet. Alassane Dramane Ouattara, l'homme qui a tué au bas mot plus de 100 citoyens ivoiriens, 200 selon certains décomptes. Depuis le 6 août jusqu'à aujourd'hui, l'homme qui poursuit une politique d'enlèvement, l'homme qui détient l'écrasante majorité du leadership de l'opposition, l'homme qui détient encore des députés, l'homme qui détient des otages, qui prend des otages dans les familles des gens, l'homme qui a enlevé des jeunes gens en pays baoulés par grappes entières depuis plusieurs jours. Alassane Dramane Ouattara, l'homme qui pourchasse les opposants de Côte d'Ivoire partout, en dehors des frontières. L'homme qui rédige frénétiquement et névrotiquement toutes les secondes un mandat d'arrêt international contre sa bête noire déclarée, le leader Guillaume Kibafori Soro. C'est Alassane Dramane Ouattara là, qui est l'antithèse même du démocrate africain. On pose à Le Drian la question de savoir qu'a-t-il de bien meilleur qu'Alpha Condé? Et la députée Frédéric Dumas rappelle 1. que c'est un parjure, 2. qu'il a violé la Constitution, 3. qu'il a procédé à des massacres, 4. qu'il a violé de nombreuses libertés et qu'il continue à le faire, que l'opposition est... Est-ce que vous avez écouté M. Le Drian? Est-ce que Le Drian a pu démontrer que la candidature d'Alassane Ouattara était fondée sur la Constitution? C'est la 2e sortie de Le Drian sur Alassane Ouattara. Est-ce qu'il a pu démontrer qu'Alassane Ouattara n'a pas violé la Constitution? Non. Ça fait donc encore, là, on passe à 7 buts à 0. Est-ce que Le Drian a pu démontrer qu'Alassane Ouattara n'a pas violé les libertés fondamentales ivoiriennes et qu'il n'a pas assassiné des dizaines, voire des centaines d'Ivoiriens? Non. On passe donc là à 8 buts à 0. Est-ce que Le Drian a pu démontrer qu'Alassane Dramane Ouattara, aujourd'hui, est présentable comme un modèle, comme un exemple, et que Paris a de près ou de loin des raisons de se vanter de l'avoir félicité? Est-ce qu'il a démontré cela? Non. D'autant plus qu'il n'a pas été capable de justifier la barbarie avec laquelle Alassane Dramane Ouattara s'accroche actuellement au pouvoir. Donc, sur les 3 points où la députée Frédéric Dumas a mis en demeure le ministre des Affaires étrangères de Macron de s'exprimer sur la Côte d'Ivoire, il a été encore d'une nullité sublime. L'argument risible qui consiste à dire Ouattara est devenu candidat parce que son candidat est mort est un argument inconstitutionnel. Il n'y a aucun article de la Constitution qui donne à un chef d'État sortant le droit de violer la Constitution parce que le candidat de son parti est mort. Et d'ailleurs, Macron parle du candidat de Ouattara comme si c'était le candidat de toute la Côte d'Ivoire. Comme si en Côte d'Ivoire, on n'était pas supposé avoir une concurrence, un pluralisme politique. Le Drian parle de Ouattara comme s'il n'a pas vu Ouattara organiser l'exclusion de Laurent Gbagbo, l'exclusion de Guillaume Soro, l'exclusion au total de 40 candidats de l'élection présidentielle. Donc en réalité, il faudra, chaque fois qu'il va sortir pour en parler, rappeler ces évidences. Sur ce 2e point, la députée Frédéric Dumas a marqué 9 buts et le minable Jean-Yves Le Drian n'en a marqué aucun. 9 à 0.
3 arguments à chaque fois sur le Niger, sur la Guinée-Conakry et sur la Côte d'Ivoire. Et à chaque fois en face, le bafouillement. Et je vous invite à observer le comportement non verbal de Le Drian. D'abord, il ne maîtrise plus ses dates. Car, quand même, il faut conclure sur le grand mensonge de Le Drian. Le Drian dit que le candidat d'Alassane Ouattara est mort à 1 mois et demi de l'élection. Je recommence, parce que vous n'avez peut-être pas entendu ça. Le Drian dit, devant les députés de la République française, que le candidat supposé d'Alassane Ouattara est mort à 1 mois et demi de l'élection. Je voudrais, chers amis, que vous écriviez la date de la mort de M. Amadou Gon Coulibaly, le soi-disant candidat de Ouattara. Mettez sa date. Pour ceux qui ne le savent pas, notez et écrivez sous cette vidéo pour que ceux qui viendront après lisent et entendent. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme, est mort le 8 juillet. Il est mort le 8 juillet 2020. L'élection présidentielle a eu lieu quand? Elle a eu lieu le 31 octobre 2020, supposément selon Ouattara. La prétendue élection présidentielle de Ouattara a eu lieu le 31 octobre 2020. Maintenant, vous calculez, vous déduisez du 8 juillet 2020 au 31 octobre 2020, combien de temps il y a? Du 8 juillet au 8 août, ça fait 1 mois. Le Drian dit 1 mois et demi. D'accord? Du 8 août au 8 septembre, ça fait combien de mois? Ça fait 2 mois. N'est-ce pas? Le Drian dit 1 mois et demi. Maintenant, du 8 septembre jusqu'au 8 octobre, ça fait combien de temps? Ça fait 3 mois. Ça fait déjà 3 mois, non? Et maintenant, quand vous prenez du 8 octobre jusqu'au 31, ça fait 3 mois et pratiquement 3 semaines. N'est-ce pas? Donc, en réalité, Le Drian est un menteur, un minable, mythomane, délirant et un faux type. Mais enfin, en dehors de revenir sur son mensonge flagrant et son ignorance des dossiers, qui prouve qu'il s'en fout complètement de l'Afrique et qu'il peut dire sur l'Afrique n'importe quoi, il considère que c'est acceptable, il faut rappeler à tous qu'Alassane Dramane Ouattara n'avait aucun fondement constitutionnel pour envisager que, en cas de décès d'Amadou Gon, ce soit lui le candidat. L'article 55 de la Constitution ivoirienne est encore là aujourd'hui et il dit le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans, il est rééligible une seule fois. Il n'est rééligible qu'une seule fois. Je rappelle que depuis que Macron, Le Drian et tous les dirigeants français corrompus par Ouattara, corrompus avec Ouattara, parlent de cette élection, je vous fais remarquer qu'aucun d'entre eux ne cite un article de la Constitution. Or, il est facile de citer l'article 6 de la Constitution française qui dit que nul ne peut être élu pour plus de 2 mandats consécutifs à la présidence de la République française. C'est facile. Il est facile de citer l'article 66 de la Constitution ghanéenne qui est très clair, à savoir qu'on ne peut pas être élu pour plus de 2 mandats de 4 ans au Ghana. N'est-ce pas? Pourquoi n'est-il pas facile de citer l'article 55 de la Constitution ivoirienne qui dit que nul ne peut être élu pour plus de 2 mandats, le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans, il n'est rééligible qu'une seule fois. Pourquoi c'est compliqué pour Le Drian de répéter cela? Car s'il répétait l'extrait de la Constitution que la députée Frédérique Dumas, quant à elle, a lu, s'il le répétait, eh bien, il paraissait encore plus idiot qu'il ne paraît devant ceux qui savent ce que c'est que l'écriture constitutionnelle et sa signification. En réalité, remarquez que ni Macron, ni Le Drian, ni personne dans la classe politique française ne cite explicitement les articles constitutionnels qui ont permis à M. Ouattara de se parjurer, qui lui ont permis de violer la Constitution, qui lui ont permis de s'auto-faire déclarer candidat et qui lui permettent de prétendre exercer les fonctions de président de la République depuis le 31 octobre. Il s'ensuit que sur les 3 pays, Le Drian a étalé l'incurie, mais la nullité, le caractère démoniaque de la politique étrangère de la France en Afrique. Et nous devons ici féliciter chaleureusement tous les députés, tous les sénateurs français, comme Mme Frédérique Dumas, comme le député Pierre Laurent. Nous devons saluer ici les députés Thierry Mariani. Nous devons saluer des élus comme Pascal Terrasse. Nous devons saluer tous ceux qui, courageusement, matin, midi et soir, ici au cœur de la France, prennent fait et cause pour la vérité et la justice, la lutte des peuples africains contre les satrapes reptiliens, comme celui qui tente de s'accrocher actuellement en Côte d'Ivoire. Et donc, félicitations
à la députée Frédérique Dumas, à qui je me suis adressé il y a quelque temps et qui m'a fait le plaisir d'ouvrir un canal d'échange et de discussion avec elle, un canal que j'espère très riche parce que nous lui donnerons régulièrement maintenant tous les éléments dont elle a besoin pour apprécier dialectiquement la situation politique en Afrique. Abordons maintenant le dernier point de notre conférence de ce soir. Le dernier point de notre conférence de ce soir, c'est Alassane Dramane Ouattara malade qui fuit en France. Oui, moi, professeur Franklin Yamsiwa Cameroun, il y a 2 semaines à peu près de cela, lors d'une conférence ici et à travers des publications sur ma page Facebook, j'avais dit qu'Alassane Dramane Ouattara n'aurait pas le temps d'aller jusqu'à sa soi-disant investiture parce qu'il avait des problèmes de santé tellement importants qu'il lui serait urgent de venir en France se faire tarabistouiller, rafistoler, se faire, pour ainsi dire, reconstituer, se faire bricoler par les médecins de ses maîtres france-africains français. Je l'avais dit, et cela avait, dans certaines chaumières, soulevé non seulement un tollé de réprobation, mais de nombreux rires moqueurs. Certains voyant Alassane Dramane Ouattara, après son massacre de plus de 200 Ivoiriens, aller tout droit à son investiture sans anicroche et commencer son soi-disant 3e mandat. J'avais dit qu'Alassane Ouattara n'irait pas tout droit à sa soi-disant investiture, à cette cérémonie ubuesque et inutile qu'il prépare, car de toutes les façons, il tombera. J'avais dit qu'Alassane Dramane Ouattara devrait aller sur la table des médecins français. Car Alassane Ouattara a ouvert un dossier qui s'est retourné contre lui. Le dossier de la santé des hommes d'État français, des hommes d'État ivoiriens. Alassane Ouattara lui-même nous a donné le bâton avec lequel nous le battons. Et nous le battrons jusqu'à ce qu'il chute. C'est lui qui s'est permis, dans une interview en direct dans le journal Le Monde, face au journaliste Cyril Ben Simon, c'est lui qui a dit que lui, Alassane Ouattara, avait accepté d'arranger la Constitution parce qu'il voulait donner une chance au président Laurent Gbagbo. Et il a prétendu qu'il voulait donner une chance au président Laurent Gbagbo parce que le président Laurent Gbagbo souffrirait d'épilepsie. Ce sont les mots qui sont sortis de la bouche d'Alassane Dramane Ouattara lui-même. Or, pour notre part, dès qu'Alassane Dramane Ouattara l'a dit, nous y avons vu un pain béni, car il nous avait ainsi accordé un blanc-seing pour livrer aux Ivoiriens son dossier médical, dont nous avons des bribes à travers des gens de son propre milieu, des gens de son propre entourage, qui ont la parole légère et facile. Alassane Dramane Ouattara souffre de ganglions nodulaires qui sont en rapport à la fois avec une thyroïdie et avec des risques cancérigènes. Il a été parfois régulièrement, par plusieurs fois opéré pour extraire ces ganglions malins qui lui rendent la vie très difficile et très douloureuse. Alassane Ouattara a une autre zone de douleur dans son corps. L'endroit où il devrait laisser s'installer la bonté divine est un endroit qui est malade, le cœur. Son mauvais cœur est aussi un mauvais cœur au sens concret du terme, puisqu'il a un stent, c'est-à-dire une espèce de ressort qui aide son muscle cardiaque à recevoir la quantité de sang et d'oxygène nécessaire pour survivre de seconde en seconde. Alassane Ouattara est un malade cardiaque grave. Et sa pathologie est en train de se rapprocher du niveau où se trouvait celle du regretté Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Car Ouattara, que vous voyez, a déjà été l'objet d'une intervention cardiaque. Il porte un stent. D'ailleurs, ça, lui-même, il l'a avoué devant certains journalistes. Je ne vous apprends pas ici un secret extraordinaire. Enfin, la douleur qui commence au niveau de la tête de Ouattara, qui attaque le tronc de Ouattara, se trouve aussi au niveau de ses hanches et de son bassin. Cela n'est pas difficile à voir à travers sa marche de Chicard. Ouattara souffre d'une sciatique sévère. Cette sciatique qui le fait marcher en point-virgule est en train de se réveiller d'une manière extraordinaire. Tout se passe comme si les âmes sacrifiées des Ivoiriens hurlent leur douleur dans le corps d'Alassane Dramane Ouattara. Je recommence. Tout se passe comme si les âmes sacrifiées des Ivoiriens
hurlent désormais leur douleur dans le corps endolori d'Alassane Ouattara. Ouattara a mal dans tout son corps, du sommet du crâne jusqu'au plus petit orteil des pieds. Et cette douleur a entraîné régulièrement, vous l'avez vu publiquement, deux malaises vagos publics quand Alassane Dramane Ouattara, tombant des 4 fers en l'air pour avoir été bousculé par un léger vent, Alassane Dramane Ouattara a failli rendre l'âme à Yamoussoukro et à l'hôtel du Golfe lors de cérémonies qui étaient pourtant bon enfant, jusqu'à ce qu'il ne s'évanouisse et ne commence à bavouiller. Donc Alassane Ouattara a multiplié ces derniers temps des malaises vagos, c'est-à-dire des évanouissements brusques, des extinctions de conscience, qui ont alerté ces médecins locaux. Et comme M. Ouattara n'a pas daigné construire un seul hôpital capable de soigner l'élite politique ivoirienne, c'est-à-dire en réalité, il n'a pas daigné construire un seul véritable hôpital en Côte d'Ivoire, il ne pouvait pas attendre sa cérémonie ubuesque d'intronisation. L'homme s'est précipité à Paris où il veut bénéficier de l'expertise de nos impôts, au Val-de-Grâce et à l'hôpital américain. Je voudrais donc en particulier, au moment où Ouattara a remis les pieds en France, d'abord lancer une alerte générale à tous les citoyens afro-français, africains de France, tous les habitants africains de France. Si on croise Alassane Dramane Ouattara en chemin, il faut le huer, il faut le conspuer. Il faut l'humilier massivement. Il faut le dénoncer. Je n'ai pas dit d'atteindre à son intégrité physique. Car je fais partie de ceux qui veulent que Ouattara soit pris vivant, arrêté, conduit dans un tribunal ivoirien, condamné, emprisonné pour tout le restant de ses jours dans une prison où il sera bien soigné, bien nourri, bien vêtu, mais dans laquelle il y aura des caméras de télévision et tout ce qu'il faut pour qu'il voie qu'on peut gouverner la Côte d'Ivoire sans mauvais cœur et que le monde peut fonctionner sans lui. Ce sera une expérience hautement thérapeutique pour le peuple de Côte d'Ivoire, pour 3 raisons. Première raison, l'ennemi de la paix en Côte d'Ivoire sera dans les chaînes. Il sera mis dans le tartare, comme le diable est promis au tartare dans le livre de l'Apocalypse. Deuxième bonne raison, le peuple de Côte d'Ivoire guérira en voyant Ouattara arrêté, en voyant Ouattara emprisonné. Le peuple de Côte d'Ivoire guérira de ses douleurs sublimes. Le peuple de Côte d'Ivoire y connaîtra une catharsis libératrice. Troisième bonne raison, le peuple de Côte d'Ivoire, en traitant avec amour celui qu'il a traité avec haine, se révélera être meilleur que ce barbare venu de Sendou pour semer le malheur dans ce pays depuis 31 ans. Voilà les 3 raisons pour lesquelles je souhaite que les médecins français le tarabistouillent, le rafistolent, que les médecins français le bricolent, le tricotent, que les médecins français le réparent au mieux pour qu'il revienne en Côte d'Ivoire et qu'il fasse en Côte d'Ivoire l'épreuve de son devoir ultime, puisqu'il avait dit que chaque homme a son destin. Il faut que Ouattara vienne en Côte d'Ivoire où son destin l'attend. Mais puisque Ouattara est un être humain, du moins en apparence, car il me semble que derrière l'enveloppe humaine de cet individu, ce sont des forces des ténèbres qui ont pris le pouvoir. Je dis ce que j'ai dit quand Amadou Gon Coulibaly venait dans ce pays, la France. Amadou Gon Coulibaly venait pour son dernier traitement en date. J'avais fait la prière suivante et je la refais au nom des mannes de l'Afrique. J'avais dit la chose suivante. Amadou Gon Coulibaly, fils de la Côte d'Ivoire, fils de l'Afrique, puisse Dieu, le Tout-Puissant, te permettre d'être soigné de la crise cardiaque que tu as faite en début mai 2020, afin que tu rentres dans ton pays, la Côte d'Ivoire, et que rentrer dans ton pays, la Côte d'Ivoire, Amadou Gon Coulibaly, tu appelles au pardon et à la réconciliation. Et ainsi que Dieu t'accorde longue vie, après ce traitement que tu auras connu, le fait que tu dises à Alassane Ouattara, président, arrêtons de faire souffrir les Ivoiriens, laissons la réconciliation se faire, organisons une élection régulière, appelons à l'union du pays autour de la justice, de la vérité, du droit, du respect de la vie,
Le fait que tu le dises, oh Amadou Gon Coulibaly, je crois que Dieu le Tout-Puissant verra dans ta repentance, dans ton désir de servir authentiquement ton peuple, Dieu y verra une raison de t'accorder encore une chance. Et dans cette prière, je disais, mais si Amadou Gon Coulibaly, sorti d'hôpital à Paris, tu reviens et ne rends pas grâce et gloire à Dieu en priorité. Si tu reviens et recommences à menacer le peuple ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, je crains que ton retour en Côte d'Ivoire ne soit ton dernier retour. Je l'avais dit. J'avais prié pour la guérison du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, mais j'avais aussi prié pour sa repentance. Je réitère le même geste à propos d'Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara, malgré tout le mal que tu as fait à l'Afrique et au peuple de Côte d'Ivoire, tu es quand même une créature de Dieu. Alassane Dramane Ouattara, puissent les derniers soins que tu vas recevoir en France être pour toi l'occasion de méditer sur les 31 ans de malheur que tu as infligé au peuple ivoirien et de renoncer à l'usurpation de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Puissent les 31 années de méchanceté que tu as infligées aux Ivoiriens, y compris en les trompant et en associant certains d'entre eux à tes crimes, puisse la méditation de ces 31 années sur ce que tu appelles ton lit de repos, mais en réalité qui est ton lit de soins et de traitement en France, t'amener à une reconversion, à un renversement de valeur, à un retournement vers la lumière, de telle façon que tu dises, il est temps pour moi, après tout ce sang que j'ai fait couler en Côte d'Ivoire, il est temps pour moi, Seigneur, de m'humilier devant toi, car c'est Dieu en réalité qui dispose. L'homme ne propose même pas. L'homme ne peut que se proposer à servir le plan de l'être suprême. Ou alors se livrer à la colère de cet être suprême. L'homme n'a que deux options. Servir le plan de l'être suprême et ainsi être libre en Dieu. Ou alors desservir, croit-il, le plan de l'être suprême et ainsi mériter la colère de Dieu. Alassane Dramane Ouattara, ma prière est la suivante. Que tu sois bien soigné une fois de plus en France. Qu'il te répare bien. Qu'il te répare comme il réparèrent, Amadou Gon Coulibaly. Mais que toi, tu ne tombes pas dans l'erreur qu'Amadou Gon Coulibaly commis lorsqu'il rentra en Côte d'Ivoire. Quand il rentra en Côte d'Ivoire, il remercia Alassane Dramane Ouattara en priorité, comme si Alassane Dramane Ouattara était Dieu. Or, il n'y a de Dieu que Dieu. Il n'y a de Dieu que Dieu. Il n'y a de Dieu que Dieu. Alassane Dramane Ouattara n'est pas Dieu. Quand Amadou Gon Coulibaly commis cette première erreur, je m'inquiétais pour sa durée de vie dans le monde. Et je ressortis ici et je m'exprimais pour dire, Amadou Gon Coulibaly a dit qu'il doit la vie à Alassane Ouattara, qu'il respire grâce à Alassane Ouattara. Ses premiers mots n'ont pas été pour Dieu, le Tout-Puissant. Amadou Gon Coulibaly a dit qu'il était revenu reprendre sa place dans le combat près d'Alassane Ouattara. Et il s'est dressé comme un militaire à côté d'Alassane Ouattara en disant « Je suis venu reprendre ma place pour continuer le combat contre le peuple de Côte d'Ivoire. » Il l'a dit. Et alors là, à cet instant précis, sa dernière chance lui avait déjà été retirée par Dieu. Je suis venu ici et je l'ai dit. J'ai dit Amadou Gon Coulibaly ne veut pas pardonner au peuple de Côte d'Ivoire. Il ne veut pas donner une chance au peuple de Côte d'Ivoire. Dieu lui a pourtant donné une chance de plus, d'aider le peuple de Côte d'Ivoire, de sauver la Côte d'Ivoire. Il a refusé. Il a tourné résolument le dos à Dieu en prenant Alassane Dramane Ouattara pour Dieu. Et j'ai dit, Alassane Ouattara a fait revenir Amadou Gon Coulibaly, c'est pour le faire mourir. Alassane Ouattara a sacrifié Amadou Gon Coulibaly. Je l'avais dit une semaine avant sa mort. Vous pouvez aller vérifier. Les vidéos sont disponibles. Et une semaine plus tard, il tombait. Vous m'êtes témoin. Alassane Dramane Ouattara, je dis la même chose de vous. Si vous ne rentrez pas en Côte d'Ivoire avec une humilité exponentielle, logarithmique, une humilité infinitésimale, si vous ne rentrez pas en Côte d'Ivoire avec la volonté de vous rendre devant vos frères et sœurs en humanité, de vous humilier pour demander pardon pour le sang versé. Alassane Dramane Ouattara, le retour prochain en Côte d'Ivoire, c'est votre dernier retour.
Alassane Dramane Ouattara, nous savons que vous voulez rentrer en Côte d'Ivoire, continuer à tuer les Ivoiriens. Alassane Dramane Ouattara, le Dieu créateur des êtres, ne vous laissera pas continuer à tuer les Ivoiriens. Il n'a pas laissé Amadou Gon vous assister, car il avait donné à Amadou Gon sa chance. Amadou Gon a refusé sa chance. Dieu ne vous permettra pas toute votre vie durant de tuer les Ivoiriens comme vous l'avez fait. Car, comme le disait Abraham Lincoln, inspiré là par l'être éternel, on peut tromper une partie du peuple tout le temps, ou tout le peuple une partie du temps, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. À un moment donné, Vox Populi, Vox Dei. Attention, attention, attention à Alassane Dramane Ouattara. Le dernier virage a sonné. Vous êtes venu en France avec votre Jézabel. Vous êtes venu avec des sacs d'argent volés aux Ivoiriens que vous voulez distribuer de Paris à Mougins. Vous êtes venu en France corrompre encore toutes les âmes sensibles, tous les êtres qui, devant les espèces sonnantes et trébuchantes, perdent leur dignité. Vous croyez sauver votre pouvoir avec l'argent volé. Les avoirs volés au peuple ivoirien ne vous sauveront pas. Alassane Dramane Ouattara, the game is over. You need to stop now and to humiliate yourself if you want to salvaguard your soul. It is time to change, Mr. Ouattara, or you will be lost forever. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui à Ouattara. Vous êtes venu, Alassane Dramane Ouattara, avec l'intention de continuer à traquer Guillaume Kibafori Soro et ses compagnons. Vous êtes venu avec l'intention de nous tuer. Alassane Dramane Ouattara, nous disons avec notre leader, Guillaume Kibafori Soro, et devant le Dieu de vie et le maître de toutes les vies, n'arrive à l'homme que ce que Dieu permet. Il ne nous arrivera rien qui ne soit de sa volonté. Mais quant à vous, nous savons que ce que nous vous disons est l'expression de la vérité et de la justice. Nous savons que si vous examinez votre conscience, vous savez que vous n'êtes plus le président de la République de Côte d'Ivoire depuis le 6 août 2020. Vous savez qu'il n'y a pas eu d'élection présidentielle le 31 octobre 2020. Vous savez que vous avez violé la Constitution, la loi fondamentale des Ivoiriens pour vous improviser candidat. Vous savez que vous avez pillé les caisses de cet État depuis maintenant 10 ans et que ça suffit. Vous savez, Alassane Dramane Ouattara, que vous avez atteint les limites de votre jeu. Vous tentez d'opposer Laurent Gbagbo à Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo à Guillaume Soro à Henri Konan Bédié. Vous tentez d'isoler le Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan que vous tenez en prison. Vous tentez de diviser le peuple ivoirien. Vous tentez de proposer des postillons dans votre gouvernement démoniaque en guise de stratégie de division supplémentaire du peuple de Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara, regardez bien les Ivoiriens. Tous vous disent maintenant non. Vous avez cherché à corrompre le ministre Mabry Touakeus, il vous dit non. Vous avez cherché à corrompre en prison le Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, à qui vous demandez de renier le CNT, il a dit non. Vous avez envoyé toutes sortes d'émissaires pour forcer le président Gbagbo sous couvert de lui donner un passeport de son propre pays, lui qui vous a donné vos papiers ivoiriens. Le président Gbagbo vous a dit non. Vous voulez, par vos menaces, votre terreur, forcer le président Aimé-Henri Konan Bédié à trahir le peuple ivoirien. Le président Bédié dit non. Alassane Dramane Ouattara, ceci devrait vous dire quelque chose. Les étoiles, les astres s'alignent pour votre fin. Et elle sera inéluctable, car vous avez usé de toutes vos cartes. Venez donc en France, cherchez à nous atteindre. Cherchez à atteindre le leader de notre résistance. Cherchez à atteindre votre bête noire, Guillaume Kibafori Soro. Quelquefois, et là je cite encore Guillaume Soro, eh bien, le chemin que l'on prend pour échapper à son destin est le plus court pour le réaliser. Ouattara, vous avez dit que vous avez votre destin. Maintenant, sachez que c'est votre destin qui vous a. Réconciliez-vous avec le bien. Réconciliez-vous avec la vérité et la justice, ou vous êtes perdu. Et ce sera une tragédie immense pour votre clan. Voilà ce que je voulais dire. J'ai parlé au nom des mannes ancestrales de l'Afrique, au nom des mannes ancestrales de ma terre adoptive de Côte d'Ivoire. J'ai parlé en vérité et en justice, comme Ta, l'Égyptien. J'ai parlé comme Hermès Trismégiste. J'ai parlé en vérité et en justice, au nom de la Maat, de la religion traditionnelle africaine. Ouattara, il faut arrêter. Il faut arrêter.
Il faut arrêter. Chers amis, je vous remercie. Je vous remercie d'avoir écouté cette conférence. Vous étiez 5000 personnes au total, 1800 côté Facebook. Vous étiez environ 3000 côté YouTube. Merci de partager. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse les peuples en résistance contre ce satrape reptilien et tous ses semblables. Merci à tous. Bon dimanche et bonne semaine. Alassane Draman Ouattara. Répentez-vous. Alassane Draman Ouattara. Changez. Alassane Draman Ouattara. Qu'est-ce qui arrive? Alassane Draman Ouattara. Écoutez Benoît Bitton. Écoutez Benoît Bitton. Il chante à Nyambe Web. Alassane Draman Ouattara. Il y a un être des êtres. Soumettez-vous. Respectez pour une fois cette vie dont vous n'êtes pas le créateur. Ouattara, laissez vivre les Ivoiriens. Ouattara, laissez vivre les Africains. Ouattara, fermez la page de sang, la parenthèse de sang que vous avez ouverte dans ce pays. It is time. Merci à tous. Merci à chacun. Merci. Nuanti metomale nditamu mentebe ata mewelling emingel sungi me Anyambewe songe ata. Merci Irène Bokomol. Yemamejel metama lopala songi me. Il faut mobiliser toutes les ressources de la culture africaine pour résister contre ce serpent. Il faut réveiller tout le génie africain pour résister contre ce serpent. La France africaine en folie. Le peuple africain va se lever. Il se lève. Il se lèvera. L'Afrique, à nouveau, donnera à l'humanité un chemin d'accomplissement. Merci à tous. Merci. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et un bon début de semaine prochaine. Merci. Merci de partager.